Oh, allô, allô, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. C'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Et puis, bien sûr, le mercredi à 19 heures, bon, on a peut-être 5 minutes de retard là, le temps juste de connecter toute la technologie qu'il y avait à connecter. Et puis, mais on est là, entre deux têtes, between two heads. Et puis, comme je vous avais promis, je pense que je vais d'abord changer mon titre là. C'est très important, ce genre de petites choses. Comme je vous avais promis, à la rentrée, on commence avec des nouvelles, un nouveau format, avec des invités. Et puis aujourd'hui, on a une invitée de taille. Elle est beaucoup connue. Elle est partout dans le monde, hein, pas seulement ici au Canada. Je pense qu'elle est nouvelle au Canada, en fait. Donc, c'est notre gain. C'est notre gain, vraiment, de l'avoir au Canada. Ce qui fait que ben, je remercie Colette. Je remercie Colette qui a vite mis la main sur elle euh, pour qu'elle soit avec nous aujourd'hui comme notre première vraiment invitée. On est à Between Two Heads, entre deux têtes. Mon nom, c'est Rose Cathy Handy. Je suis la CEO de Braids on Call. Braids on Call, comme vous savez, c'est notre programme phare de tresse. Il y a l'académie, il y a les services, mais actuellement, c'est un peu l'académie, c'est beaucoup plus l'académie dont on fait la promotion. Comme vous savez, il y a trois niveaux, niveau un, niveau 2, niveau 3. On vient juste de commencer la cohorte pour le niveau 2 et la cohorte du niveau 1 commence au mois d'octobre. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le moment pour vous de vous inscrire. Passez juste par notre page Instagram Braids on Call et vous aurez les coordonnées pour pouvoir vous inscrire et avoir toute l'information pour pouvoir faire partie du programme. Et là, le niveau 3, on compte le lancer cet automne, probablement au mois de novembre. On est encore en train de travailler dessus. Alors, c'est notre programme phare où on forme les femmes à devenir des tresseuses professionnelles. Le niveau 2 donne la certification. Après 15 semaines de formation, vous avez la certification pour devenir une tresseuse professionnelle. Ça veut dire qu'avec ce certificat, vous pouvez ouvrir votre propre salon et on a déjà formé plus de 180 femmes, je continue de compter, à date, et beaucoup sont allés vraiment s'épanouir et puis se faire beaucoup d'argent, qu'il y en a qui font 6, 7, 10 000 dollars par mois de revenus, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je suis fière, 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 sûrement fière de toutes ces femmes-là qui prennent la décision d'utiliser ces habiletés qu'elles ont et de les transformer en profession, ce qui est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Braids on Call. Alors, si vous aussi, vous avez les habiletés de tresse, je pense que vous devez prendre une chance parce que c'est vraiment incroyable. C'est une industrie de 40 milliards de dollars. Et c'est une industrie, il faut que on prenne notre part parce que ces 40 milliards de dollars, c'est de l'argent qui se fait sur nos têtes. Et je parle juste des tresses. 40 milliards, c'est les tresses parce que l'industrie de la coiffure des cheveux, c'est 400 milliards de dollars. Alors, l'industrie de tresses seule, c'est 40 milliards de dollars. Alors, puisque ça se fait sur nous, c'est vraiment important aussi de pouvoir gagner sa vie avec, surtout que c'est des habiletés pour la plupart de nous, on grandit avec, on commence dès tout petit, l'âge de 5 6 ans. Alors, je vous invite à devoir nous contacter si vous êtes intéressé à devoir quoi développer, quoi des revenus, soit des revenus sur le côté side hustle, si vous voulez, soit juste des revenus extra ou en faire réellement un métier, ce qu'on essaie d'encourager de plus en plus. Alors, dans notre programme Breton Call, on a aussi, bien sûr, cette conversation chaque semaine, Between Two Heads, entre deux têtes. Donc, en anglais, Between Two Heads, entre deux têtes. En français, dépendamment de l'invité, on est au Canada, hein. Dépendamment de l'invité qu'on a, si l'invité est francophone, eh bien, on parle français.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'introduis en français parce que notre invité, c'est une invitée francophone. Et donc, la conversation va être en français aujourd'hui, ce qui va faire le bonheur de beaucoup, d'après ce que je vois là, parce que toutes les conversations passées, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très contentes qu'on les fasse en français. Alors, on vous sert aujourd'hui, on ouvre la rentrée en français avec, comme je vous ai dit, une invitée de taille. Une invitée de taille qui est Marthe Faré. C'est Phare ou Faré? Faré, les deux se Ah, disent. ouais, je saute à C'est l'africaine. selon la personne, mais les deux se OK. disent. Marthe Farr, que normalement je ne devrais pas plus introduire parce que elle est vraiment beaucoup, beaucoup connue. Elle est écrivaine qui a publié beaucoup de romans qui ont gagné des livres, des romans qui ont gagné des prix. Elle est aussi journaliste et spécialiste des communications. Et beaucoup plus, elle est activiste et qui Mhm. vraiment se concentre sur les droits de l'homme, surtout lutter contre la violence faite aux femmes. À Brighton Call, avec l'accord qu'on a commencé cette année, on a modifié un petit peu le programme de formation et puis on a introduit un module qui est un module qui parle de la sécurité, de la santé, la sécurité et l'hygiène. Mais jusque-là, on couvrait l'hygiène et la santé et on a introduit un module sur la sécurité des femmes. Ce qui a été tellement bien accueilli qu'on se demande comment on y a pas pensé depuis longtemps. Mais en fait, c'est à la demande du ministère. C'est à la demande du ministère qu'on a dû inclure ce module-là et qui s'est avéré être une excellente idée pour les femmes parce que on aborde les questions auxquelles les femmes ne pensaient jamais. Une simple question, par exemple, des petites choses où parfois on apprend aux gens le first aid, le first aid, le first aid, qui est si tu as une cliente qui arrive, qui a un malaise dans ton salon, qu'est-ce que tu fais? Si tu as quelqu'un qui est présent, qui est en train de prendre des services chez toi, qu'est-ce que tu fais? Mais alors, nous, on a posé par exemple la question, que si c'est toi, la coiffeuse, qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un protocole qui est mis en place? Est-ce qu'il y a une Mhm. politique que tu as dû mettre en place pour que qui que ce soit qui est là peut savoir quoi faire pour toi rapidement? Donc, ça va jusqu'à des petites choses comme ça qu'on aborde dans ce module-là, jusqu'à des grandes choses qui sont effectivement tu vas tresser chez un client, comment tu te protèges contre la violence, contre les agressions. Tu es en train de travailler, tu as un client, tu finis tard le soir, tu es dans ton salon jusqu'à 23 heures, jusqu'à minuit. Comment tu te protèges? Toutes ces questions-là, mais aussi au niveau de la sécurité, au niveau de la santé émotionnelle. Comment la santé émotionnelle, la santé psychologique, comment c'est lié à la sécurité aussi. Tu sais, si on n'est pas tranquille dans son foyer, ne le cachons pas, si on n'est pas tranquille dans son entourage, si on n'est pas tranquille au travail, comment ça affecte aussi ta sécurité? Alors, je suis vraiment contente d'avoir une spécialiste, quelqu'un qui se penche sur les questions de violence faites aux femmes comme invité aujourd'hui pour qu'on continue cette conversation sur la sécurité des femmes. Alors, Marthe, bienvenue à Entre deux têtes. Merci Rose Cathy. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, commençons par toi. Parle-nous un petit peu de toi. Je sais que tu viens du Togo, mais Oui. parle-nous un petit peu de toi. À chaque fois qu'on me dit parle-moi un peu de toi, je me demande qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je laisse. Ah, Mais je vais rapidement essayer de synthétiser. Je m'appelle Marthe, je viens du Togo, je viens d'arriver au Canada. Bon, ça fait maintenant un an, bon, mais je viens d'arriver au Canada. Je suis conseillère en communication. Je suis spécialiste genre et développement. Je suis également écrivaine.
Mhm. et, mais surtout militante sur les questions des droits des femmes et des violences faites aux femmes de manière générale. Je suis ravie d'être là parce que c'est long ce que je fais, donc je préfère vraiment synthétiser ça comme ça. Ouais. Voilà. Mais je vais rentrer là-dedans pour qu'on essaie d'avoir un petit peu plus de détails. Parle-nous d'abord de tes livres. Sur quoi tu te Ah, concentres dans ton écriture? Je sais qu'il y a des romans, il y a des nouvelles, mais quelle est l'orientation de ton écriture? mon écriture, c'est essentiellement, comme tu le dis, des romans et des nouvelles. Mhm, Je ne sais pas si je suis influencée par mes engagements, mais mon univers, mes deux livres et puis la nouvelle que j'ai pu co-publier avec les autres traitent de femmes, tout simplement. Mon premier livre qui s'appelle La sirène des bas-fonds est un livre qui traite de l'adolescence, de la gestion de l'adolescence en famille, comment une jeune fille qui s'appelle Winnie a abordé, elle, sa question d'adolescence et comment ça a plus ou moins bien fini, enfin, parce que c'était compliqué de se retrouver en situation d'adolescente, en conflit avec ses parents. En fait, c'est le premier livre, La sirène des bas-fonds, c'est vraiment une interrogation de la période de l'adolescence autour de la fille et de comment ça peut bien ou mal se finir selon la gestion qu'on en fait. Le deuxième livre, qui est également un livre autour de femmes, raconte l'histoire d'une mère et de sa fille. Le livre s'intitule Rival. Ça raconte l'histoire d'une mère et de sa fille euh, qui, qui ont grandi l'une dans l'ombre de l'autre. mhm, C'est-à-dire que on a une maman qui a été blessée dans la vie, essentiellement parce qu'elle a été sexuellement abusée par son propre père à elle, qu'elle ne mhm, connaissait pas beaucoup. Après, ça l'a rendue aigrie, un peu difficile. Et de cette agression est née sa fille. mhm, Après, c'est remarié, les relations très complexes entre la fille et la mère, euh, c'est-à-dire des interrogations émotionnelles comme j'aime ma fille, mais elle est issue d'un viol, etc. Et tout. C'est vraiment cet univers-là qui est mhm, le deuxième livre. Et puis la troisième nouvelle qui est dans un ouvrage collectif, ça c'est vraiment une nouvelle qui parle d'une jeune fille de 12 ans, de 9 ou 12 ans, je me souviens plus de l'âge, mais euh, qui, qui a assisté aux négociations de la dot pour qu'on la marie à quelqu'un qu'elle ne connaît pas et qui vient d'un village lointain qu'elle ne connaît pas. Donc, on l'a déscolarisée. Donc, c'est en fait, je raconte un peu la conversation qu'elle a eue avec sa mère le soir de cette dot-là. Donc, c'est un peu ça, mon univers romanesque. Je me surprends à ce que ce soit des femmes, mais bon, ça rejoint tout ce que je fais, mon militantisme pour les droits des femmes, etc. Voilà. mais c'est des histoires vraiment profondes et c'est des histoires qu'on sait qui sont vraiment l'expérience de beaucoup de femmes Mhm. en Afrique, mais pas seulement en Afrique. On voit que ce soit en Amérique latine ou Mhm. l'Asie du Sud, c'est des histoires qui semblent être très courantes, qui arrivent à beaucoup de femmes. Donc, beaucoup de femmes africaines vont se reconnaître dans ces histoires-là. Et parfois, c'est des choses taboues que les femmes n'osent pas discuter La ouvertement. plupart du temps, la plupart du temps, le contexte, pas qu'africain, mais le contexte des familles afro-descendantes, la Mhm, famille est tellement quelque chose de très importante autour de nous que la plupart du temps, autour de nos enfants et des femmes, il y a des agresseurs mhm, mais sur lequel on n'arrive pas à ouvrir beaucoup, on n'arrive pas à lever le voile parce que la plupart du temps, on a peur de ne pas être entendu, on a peur de ne pas être cru et les gens préfèrent se taire sur justement la plupart du temps ces agressions-là que d'en parler. mhm. Et alors, ton militantisme, comment il commence?
Oh, mon militantisme, il commence très, très, très tôt. Je crois que j'avais 14 15 ans. OK, Et très vite autour de moi, j'ai remarqué que la société traitait différemment les hommes et les femmes. OK. C'est-à-dire, je suis dans une grande famille. Mon père a 4 femmes, en tout cas, avait Mm. a 4 femmes. Et j'ai remarqué tout de suite que c'était ces femmes qui devaient se plier en quatre pour lui. C'est déjà elles qui devaient se battre pour lui. C'est déjà Ouais. elles qui réglementaient leur vie par rapport à lui. Mhm. Et en tant que petite fille grandissant, je trouvais ça assez bizarre, assez drôle. Et ce n'était pas différent de un peu tout ce qu'il y avait autour. Chez les Mhm. voisins, c'était pas différent. Chez le père d'une amie, c'était pas différent. Et déjà, ça commençait pas à m'interroger. Mhm. Ensuite, j'ai commencé aussi par m'interroger sur l'éducation qu'on donnait aux garçons et à la fille. Je voyais Mhm. que on éduquait la fille à être la bonne femme au service de l'homme. En fait, tout était toujours orienté vers le service de l'homme. Et Mhm. c'est les gars, ah, les filles, sachez cuisiner, sachez faire ci, sachez faire ça. Alors que les garçons grandissaient les doigts de pied en éventail. Ils voulaient pas. Et la société nous traitait différemment, justement, selon qu'on soit femme ou selon qu'on soit homme. Et très tôt, ça m'a posé des questions. J'ai commencé par m'interroger sur des questions comme c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme, c'est quoi l'injustice, pourquoi la jeune demoiselle qui vit avec nous, pourquoi elle n'a pas les mêmes bénéfices que nous, pourquoi elle n'est pas scolarisée comme nous, pourquoi elle doit être à la maison en train de travailler pendant qu'on va à l'école. Et très tôt, mon esprit s'est ouvert à ces questions. Mhm. Donc, très tôt, j'ai milité dans les Peace Corps, dans les clubs de Peace Corps. Mhm. J'ai milité dans des clubs UNESCO où les droits humains étaient au centre euh, des jeunes. Et Mhm. ça m'a permis, en fait, très vite de construire justement cette empathie envers la question des droits de femmes. Et bon, j'ai grandi avec, en passant de club en club, ça me permettrait de mieux comprendre. Mais Mhm. plus tard, un peu plus adulte, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'était un peu comme, ah, dès qu'on était sur une plateforme, une femme, elle s'habille comme elle veut, elle se fait lyncher. Un homme décide de jeter une femme à la vindicte populaire, elle se fait lyncher. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. On peut pas être dans un pays ou dans un monde où tout le temps les femmes doivent subir et les hommes doivent être des harceleurs. Ce n'est Mhm. pas une opposition de l'homme contre la femme, mais la Mhm. facilité justement qu'il y avait à ce qu'on agresse les femmes, qu'on les traite de tous les noms, on veut Mhm. contrôler la couleur de peau qu'elle porte, elle décide de se dépigmenter, c'est un problème. Elle décide de ne pas le faire, c'est un problème. On doit lui dire comment s'habiller, etc. Donc, un peu toutes ces questions-là ont construit un peu mon engagement et Mhm. qui s'est beaucoup orienté sur les violences faites aux femmes. Parce que c'était les Mhm. violences physiques, les violences psychologiques. Et c'est vers 2017-2018 vraiment que cet engagement s'est posé. Et j'ai créé une organisation qui continue de porter d'ailleurs assistance Mhm. aux femmes battues, aux femmes victimes de violences sexuelles. Donc, c'est OK. comme ça que j'ai porté le truc. Après, j'ai décidé de me former dans le domaine. C'est là que j'ai connu ma chère Colette parce qu'on est de la même promo euh, OK. sur les questions de genre, oui. Et c'est là. Et plus tu te documentes, plus tu apprends, plus tu fais des études sur les questions et plus tu te rends compte qu'il y a tellement d'inégalités dans le monde. Mhm. Les hommes ont des privilèges du fait d'être simples hommes alors que la femme, elle porte tellement de choses. Ce n'est Mhm. pas, je le répète encore, ce n'est pas les hommes contre les femmes, mais c'est les Mhm. hommes et les femmes dans un monde où les droits s'appliquent de la même manière autant aux hommes qu'aux femmes. Donc voilà un peu mon parcours d'engagement. Mais c'est excellent parce que tu es arrivé, l'organisme, c'est non, l'organisme, c'est non, c'est ça? Non, c'est non, exactement, oui, c'est le collectif Non, c'est non, oui. Non, c'est non. Et de ce que j'ai pu lire et en faisant les recherches sur toi, ou en préparant, en préparant justement cette session,
c'est arrivé au point où tu as failli, toi-même tu as été victime tu veux en parler? Oh Pendant un des... oui, en fait, j'ai été victime de plusieurs choses. Je vais m'amuser et dire ça comme ça, mais c'est cet engagement, m'a, personnellement, je l'ai toujours dit, j'ai été victime de plein de choses, mais je vais rester essentiellement sur mon engagement qui Mhm. m'a valu justement de me retrouver au Canada parce que je portais justement les questions des droits des femmes à un point où on s'est retrouvé avec des gens influents euh, Oui. qui, qui étaient dans nos collimateurs, dans les collimateurs de notre organisation. Et ça m'a valu une cible dans le dos. Et il y a un an, je me suis retrouvée pour une histoire banale en prison avec Oui, un c'est de ça que je procès. parle. Voilà, oui, justement, en prison avec un procès. À la sortie du procès, je croyais que c'était fini, mais non, les persécutions ont continué. Donc, à un moment donné, il était plus sain de m'éloigner justement de ce cadre-là où j'avais une cible ambulante dans le dos. Et même actuellement, j'ai un mandat de dépôt qui m'attend encore. Si je mets pied au pays, je risque d'aller en prison. C'est un peu compliqué cette histoire, mais en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que mes engagements m'ont mise en lumière et en même temps ont dérangé des gens qui se retrouvaient justement dans notre collimateur parce que agresseurs de jeunes femmes et de jeunes filles. Et ça m'a valu d'être prise à partie et de laisser ma famille et de partir très loin. Voilà. Mais tout ça est un petit peu lié quand on parle de la sécurité des femmes, parce que toi, tu es allé d'une simple observatrice quand tu es encore jeune, jusqu'au niveau où tu vas jusqu'au plus haut niveau quand c'est même institutionnel, Hein? quand c'est que tu es victime de la violence institutionnelle. Et Mhm, aujourd'hui, je pense que tout le monde entier a vu la conférence de presse de toutes les femmes qui ont été victimes de Epstein, mhm, dont on parle qui sont là, oui, et elles étaient toutes en train de répéter le même mot, ça fait 10 ans que ça existe. oui, Pourquoi on ne veut pas, on est en train de bloquer l'information pour que les gens ne sachent pas, pour que les gens ne voient pas, que les gens ne sachent pas qui était en train d'agresser ces femmes-là, comment elles ont été trafiquées. hein, Toute cette information est bloquée parce que les juges sont impliqués, parce que les politiciens sont impliqués, parce que des gens très influents sont impliqués. bien Et sûr, donc, de voir ça, c'est le niveau institutionnel bien euh, sûr. qu'on voit. Parce que quand on parle de la sécurité des femmes, c'est vraiment à plusieurs niveaux. Mais je me En demande, fait, c'est de la violence institutionnalisée à plusieurs niveaux. Que ce ouais, soit qu'on prenne du niveau de Epstein, parce que, comme on le dit, de grands noms étaient impliqués. Mais quand on mhm, prend dans un cas basique comme le mien, vous savez, la mhm, question, c'est vraiment qui détient les médias? On veut en c'est ça. parler, mais qui détient les Mhm, médias? À qui ouais, appartiennent les médias? Tu ne peux pas aller dénoncer quelqu'un, un agresseur, sur ses propres médias à lui. Et mhm, aujourd'hui, la majorité, on vit dans une société que je vais appeler patriarcale, qui construit la manière de réfléchir, la manière d'informer. Et c'est même pour ça que nous, les féministes, on dérange parce que aujourd'hui, on s'auto-saisit des espaces qu'ils n'arrivent pas à contrôler, comme les réseaux sociaux, etc., pour passer notre message. Ça dérange. Voilà. oui. Mais j'essaie d'imaginer alors, quand tu es au milieu de tout ça là, euh, est-ce que il t'est arrivé un moment où tu te poses des questions de savoir, ben, est-ce que cette lutte-ci est gagnable? Et puis, est-ce que tu te poses des questions sur ton statut de femme en disant, mais si tout le temps il y a toujours une force, il y a toujours une force au-dessus qui ne permet pas de voir l'équilibre qui ne permet pas d'accepter l'épanouissement normal d'une femme. Est-ce que ça vaut la peine
de continuer la bataille. Non, mais c'est sûr que la fin n'est pas proche. L'ONU dit qu'il faut encore près de 50 ans pour avoir une égalité parfaite Mhm, entre les hommes et les femmes, en matière de droit surtout. mhm, Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne verra peut-être pas le bout qu'il faut laisser. Il faut mhm, continuer. Justement, pour moi, c'est même essentiel de continuer à mener ce combat pour poser les bases pour demain. Si les suffragettes au Canada n'avaient pas lutté pour avoir le droit de vote, aujourd'hui, on n'aurait pas cette société assez équilibrée en matière de droits humains qu'on trouve mhm, ici au Canada. Même dans des sociétés comme le Canada, il reste encore des poches des poches de violence basées sur le genre. Enfin, et les femmes sont encore, les chiffres le démontrent, c'est les femmes qui subissent le féminicide tout le temps, c'est des femmes qui sont agressées dans nos milieux professionnels. Euh, Être une femme, c'est pas forcément acquis et plein d'autres éléments. Mais on peut pas laisser tomber parce que nous ne verrons pas le bout. On verra des mhm. améliorations, mais on ne verra pas le bout. Mais je pense que d'autres générations vont venir, vont prendre le relais, et au fur et à mesure, la lutte va continuer, la bataille pour les droits va continuer. Par exemple, si tu compares au Canada ici, par rapport à là d'où on vient, là d'où je viens, c'est le jour et la nuit en termes de droits pour les femmes. Mhm, Mais ça change parce que nous parlons. Ça change mhm. parce que nous avons des engagements sur les réseaux sociaux. Ça change parce que nous dénonçons justement le fait que les droits des femmes ne soient pas pris en compte et que la violence soit institutionnalisée à certains niveaux. Et Mhm. concernant la question de, est-ce que je me pose la question sur le fait d'être femme? Je me dis toujours que j'aurais été un homme, ça aurait été intéressant parce que euh, même toute femme avec tout ce que ça implique, tout ce que ça comporte, les hommes ont des privilèges et qui n'aiment pas avoir des privilèges? Tu vois un peu? Mhm. Qui n'est pas avoir le privilège. Mais au-delà de tout, je reste une femme, je m'identifie comme une femme. Et pour moi, c'est important justement cette identification et surtout les actions et les engagements qu'on pose justement pour une société plus juste envers tout le monde. OK. Ben, j'aime bien, ça me donne une bonne transition. Je suis une femme, je reste une femme parce que justement, ici, là, on parle de beauté, on parle aussi parce qu'entre deux têtes, c'est vraiment les conversations qu'on a, on parle de politique, de beauté, d'argent, Hein? et ainsi de suite. Et que justement, quand on parle de la sécurité des femmes, en même temps dans la vie, on sait que les femmes, elles doivent se marier, elles doivent avoir des copains, donc elles doivent plaire, elles doivent paraître belles, mais elles doivent paraître belles auprès des hommes, elles doivent paraître belles auprès de leur mari, elles doivent se soigner pour Hein? plaire à leur mari, séduire, ainsi de suite. Alors, généralement, les femmes, quand tu conseilles les femmes ou quand tu... C'est quoi un peu le genre de conseil que tu donnes aux femmes pour leur sécurité, pour protéger leur sécurité en même temps qu'elles doivent s'épanouir dans leur foyer, dans leurs relations, ainsi de suite. Comme je fais, en fait, je fais de l'accompagnement personnalisé de couples et de Mhm, personnes. Je suis coach, mais mhm, bon, c'est pas quelque chose que je mets beaucoup sur le tapis. Mais quand je fais de l'accompagnement personnalisé, je dis toujours aux femmes, et les études l'ont démontré, la première personne qui représente un danger dans le monde, le plus gros danger pour une femme, c'est son mari. mhm, C'est-à-dire que quand on prend les chiffres des féminicides, des violences faites aux femmes, des femmes qui meurent sous le coup de, par l'action de quelqu'un, la plupart du temps, c'est les conjoints. Et mhm, donc, je dis, la première personne contre qui vous devez vous protéger, c'est votre mari. mhm, Vous protéger ne veut pas dire être, enfin, devenir psychotique et faire tout. Non, quand tu connais, il faut déjà connaître un homme. Un homme qui, je leur dis toujours, un homme, c'est l'homme ne devient pas violent quand il exprime de la violence envers toi, non. Il a toujours été violent
C'est juste que tu choisis de ne pas voir. Mhm. Quand vous étiez en copinage, il t'a toujours insulté, méprisé, mais tu refusais de voir parce que Mhm. tu es amoureuse et donc tu refuses de voir. Et donc, c'est toujours très important de connaître avec qui vous vous engagez. Et quand les premiers signes quand vous êtes en copinage, et c'est tu es bête, comment tu peux être aussi bête, gna, 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 ça commence pas à venir, c'est que c'est pas quelqu'un qui va apprendre à devenir violent. C'est quelqu'un qui est déjà violent. Et que, donc, Mhm. quand vous êtes en train de vous mettre ensemble, commencez par poser les bases. Tu n'as pas, c'est-à-dire les violences, ne les acceptez pas. Maintenant, quand vous êtes en couple et que ça survient, je dis toujours, il vaut mieux fuir la violence parce que ta mère essuierait tes larmes. Quand tu vas aller chez elle, elle va te prendre dans tes bras. Et quand tu seras morte, elle ne pourra pas te prendre dans ses bras, elle va te mettre dans un cercueil. Mhm. C'est dire tout simplement que les premiers, dans l'espace intrafamilial, quand la violence commence par naître, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, il vaut mieux fuir que de rester. Il vaut mieux parler à quelqu'un. C'est-à-dire, la petite honte vaut mieux que la grande honte. Il vaut mieux parler à quelqu'un. Ah, mon mari me frappe, mon mari me fait ci, il fait ça. Pour que quelqu'un puisse t'aider à résoudre, que de te taire jusqu'au jour où tes parents viennent chercher un corps. Et nous, surtout nous de la diaspora ici, souvent on part sans nos parents. On se retrouve très loin de nos familles sans nos parents. Donc le gars va te taper jusqu'à tu vas devenir tu vas juste devenir un sujet à la manchette d'un journal, tout simplement parce que tu ne te seras pas choisi. Et donc, le conseil ultime, c'est choisis-toi toi-même. C'est tellement important. Choisis-toi. Écoute tes signaux. Quand tu commences par voir des signes de violence, va chercher de l'aide. Parce qu'il vaut mieux aller chercher de l'aide et qu'on vous vienne en aide tous les deux parce que parfois on peut accompagner une personne à laisser la violence, mais choisis-toi et fuis la violence parce que ça ne va jamais être dans ton sens. Et si tu ne sais pas, tu vas finir 4 pieds devant dans un cercueil. Je pense aussi qu'il y a deux petites choses qu'on oublie souvent de rappeler aussi aux femmes par rapport à nos traditions. Je suis africaine aussi. Une des choses qu'on savait qui était avant le mariage, l'importance d'aller au le counseling qui se faisait avant pour les gens qui devaient d'abord passer des sessions d'éducation auprès de soit le pasteur, soit le prêtre, soit le patriarche du village, et que ces étapes-là aujourd'hui qui n'existent plus, qui étaient des étapes très importantes pour l'éducation d'un couple, pour savoir comment tu dois bien traiter ta femme, comment tu dois bien traiter ton mari, comment la communication se fait dans un couple, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense que c'est souvent des petites choses comme ça qu'on oublie parfois et qui n'existent plus parce qu'on se rencontre aujourd'hui, on se marie, comme tu dis, on ne Surtout, on sait se pas marie pour détecter les les mauvaises signes. raisons. On se marie C'est pour les ça. mauvaises raisons. Et l'autre chose aussi que je pense qu'on a oublié, qu'on continue d'oublier, certaines pratiques qui étaient avant, qui est quand tu rencontrais quelqu'un et que tu penses que vous allez, les familles vont se visiter, se fréquenter, poser des questions. Quand on commence à parler mariage, là, il faut aller vérifier. Et il y avait souvent une liste des choses qu'on doit vérifier si ça existe dans cette famille. Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que les gens qui se marient dans cette famille restent mariés, se marier Exactement, oui. longtemps? Il y avait une série de questions qu'on posait pour s'assurer que on ne laisse pas notre fille aller là, ou bien notre garçon qui est aussi bon, parce que parfois aussi, hey, c'est dans l'autre sens. Notre garçon va pas aller dans cette famille-là ou souvent ainsi de suite. Et c'est un peu ce genre de petites pratiques qui existaient pour une raison, mais qu'on continue de voir que certaines communautés, même non africaines, continuent de garder un petit peu ce genre de pratiques traditionnelles qui assuraient quand même un minimum de garantie qu'on n'a peut-être pas fait le mauvais choix et qu'on a vérifié. Parce que même ici, même pour trouver du travail, il y a une raison pour laquelle on vérifie les références. Bien Là, sûr. c'était la façon de vérifier les références.
Et Mhm. que nous, avec nos dernières générations, on a tendance à balayer ces choses-là et qui avait beaucoup de mérite, en fait. Beaucoup de Bien sûr. mérite d'aider au niveau de la protection de la femme qui va aller dans une famille, qui va aller marier quelqu'un. Et c'est le genre de petites choses que parfois, il faut qu'on continue à en parler. Alors, comme tel notre invité, on a Breton Call et puis on parle de beauté. On parle de beauté aussi, qui est est-ce qu'une femme peut se sentir belle si elle n'est pas en sécurité? Je pense que nous tous, nous connaissons la réponse à ça. Mais je voudrais un peu revenir sur toi-même, qui est de pouvoir savoir c'est quoi tes routines. Aujourd'hui, je te vois avec les cheveux naturels. Est-ce que tu te traites souvent? Est-ce que tu te tresses souvent ou tu as toujours Je tes me cheveux tresse et courts je me naturels? tresse moi-même. Depuis que je suis au Canada, je Oh, me tresse et je me tresse moi-même. Euh, waouh! oui. En fait, Et donc, quand tu te tresses, c'est quoi ton style préféré en moi, termes de tresse? je mets des perruques. Genre, je mets des OK. perruques. Je me Mhm, tresse. Je fais des braids, tout raide, ou je fais des braids, je fais des piqués laissés ondulés et tout. Moi, je j'ai pas la, enfin, le chic que nous, les femmes africaines, avons, c'est qu'on peut se coiffer comme on veut. Donc, ouais. pour les perruques, j'adore les coupes pixie et les coupes courtes. C'est mon Mhm, truc. Pour les, je suis pas très cheveux longs, mais mhm, pour les tresses, par contre, je les aime bien longs, je varie. Et j'ai longtemps porté des locks. Les 7 dernières années, j'ai porté mhm. des locks et j'ai coupé mes locks en février de cette année. OK. Et quand j'ai OK. coupé mes locks, j'ai pris des perruques. Après, je me suis tressée un peu. Mhm. Donc, maintenant, j'ai décidé d'avoir une vraie coupe pixie. Donc, j'ai complètement coupé. J'ai complètement coupé Wow. pour Oui. pouvoir que ça pousse un peu pour que je puisse m'amuser avec. En fait, par exemple, de manière capillaire, j'ai pas Mhm. quelque chose de fixe, mais j'explore, je cherche, je veille, je viens. Donc, voilà ça. Mais pour avoir fait 7 ans avec les locks et subitement les couper, c'était quoi la raison? C'était beaucoup émotionnel. En fait, mon départ pour le Canada s'est décidé en quoi? En 3 jours. Oh, wow. Et parce que je devais me mettre en sécurité, je ne me sentais Oui. plus en sécurité. Les organisations avec lesquelles je travaillais avaient des signaux d'alerte Mhm, sécuritaire qui n'étaient pas du tout bons. Et mhm, donc, on m'a dit, écoute, où est ton passeport? D'accord. Tata. Ah, tiens, il y a le Canada dedans, tu vas partir au Canada. Je dis, mais non, non, je ne veux pas. Il y a la France, je dis, non. Bon, si aussi autant aller quelque part, autant aller au Canada parce que la France, j'y ai vécu, j'y ai travaillé et j'en ai ma claque de la France. Je ne veux plus entendre parler de la France. Donc, ça mhm. s'est assez rapidement décidé. J'ai pas eu le temps OK. de me préparer émotionnellement pour arriver au Canada. Et j'ai deux Mhm, enfants qui n'étaient pas, enfin, moi, j'avais fait mes visas pour d'autres raisons et tout. Donc, j'ai mhm, pas, je ne les ai pas prévus. Du coup, tout de mhm, suite, partir tout de suite. Et c'était tout de suite, quoi. C'est-à-dire que c'était tellement urgent que ce n'était pas OK, on te laisse 2 semaines pour te préparer et tout. Non, c'était en 3 jours, tu devais faire tes valises. Tu ne passerais pas par l'aéroport, tu devras partir dans un pays voisin, partir de là. En fait, c'était tellement compliqué que quand je suis arrivée, j'étais émotionnellement perdue. C'est la mhm, première fois que je passais autant. Je voyage beaucoup, mais le temps maximum, par exemple, que j'ai passé sans mes enfants, c'est 1 mois. mhm, Et là, ce mois, je fais 12 mois sans eux. Et au départ, c'était compliqué. C'était très compliqué émotionnellement. J'arrivais pas à me retrouver. J'étais un peu perdue. Est-ce que je ne vais pas retourner au pays, quitte à me retrouver en prison? Est-ce que ce mhm, n'était pas mieux parce que je serais plus proche des enfants? En fait, beaucoup d'instabilité émotionnelle qui font que j'avais des micro-locks, de très tout mhm. petits, vraiment de Oui, vrais oui, oui. micro-locks. Mhm, J'avais plus de 500 à 600 micro-locks. Et le fait de ne pas être bien émotionnellement, de ne pas pouvoir mhm, bien les hydrater, de sceller l'hydratation, de mettre des fers, alors que je passe mes cheveux, c'est ma vie. Je passe mon temps dessus avant tout le temps. Chaque mois, je faisais des bains d'huile pour bien nourrir les cheveux et tout. Et ça a commencé par se couper, ça a commencé par
les locks, les micro-locks sont devenus très secs et on commençait Mhm, par couper. Et puis, je ne mettais pas le temps. C'est moi-même qui, quand je suis arrivée au Canada, c'est moi-même qui faisais les reprises mhm. et tout. Et je n'arrivais pas à me concentrer. Après, je me suis rendu compte que ça avait poussé, ça coupait. À un moment donné, un jour, je me suis assise, je lui ai dit, bon, Marthe, il va falloir que tu fasses un choix pour tes cheveux. J'ai pris un ciseau comme ça, j'ai dit, bon, OK, je coupe et j'ai coupé à la racine. J'avais laissé un Ah, peu de cheveux pour pouvoir me mhm, tresser quand même. Donc, les jours qui ont suivi, je me suis beaucoup tressée. Et c'est la première fois que je sais tresser parce que je suis née dans une maison de coiffeuse et de tresseuse, mhm. mais pas sur moi-même. Ça, je n'avais jamais Ouais. fait. Et puis, j'ai vu des gens sur YouTube faire, j'ai dit, bon, au lieu d'aller m'ennuyer dans un salon, et si Mhm, j'essayais moi-même. Et puis, tout de suite, ça a mhm. pris. J'ai essayé plusieurs types, des ondulés, des braids et tout. J'ai remarqué que j'y arrivais toute seule. J'ai dit, OK, donc je vais m'amuser à les faire. Et Mhm. puis encore, j'étais là, je crois les réseaux sociaux m'ont donné envie d'avoir une coupe pixie. Et puis j'ai dit, bon, OK, je vais aller encore couper. Je suis allée encore couper, ajuster un peu pour que ça Ouais. pousse mieux, pour que je, je vais défriser. Ça Mhm. hérisse les poils de certaines personnes, mais pour moi, la liberté, c'est justement de choisir comment on a envie de se sentir dans Mhm, chaque phase de sa vie. Et ma prochaine étape, c'est me défriser un peu les cheveux pour avoir une jolie coupe pixie. mhm. Et quand ça va me fatiguer, je vais encore couper, laisser pousser mes cheveux naturels, les tresser, etc. Donc, j'aime voyager vraiment dans l'univers capillaire. Je voyage. Je n'ai pas quelque chose de très précis. Mais comme tu es arrivé en Amérique du Nord, c'est comme ça que tu vas, c'est là que tu vas découvrir pourquoi ici c'est anti-défrisage. En Amérique du Nord, on est plongé depuis les 10 dernières années pratiquement à toute une vague anti-défrisage pour que les Oui, femmes utilisent. même moi, j'étais anti-défrisage, puisque avant même de porter les locks, j'ai fait 4 années sans me défriser les cheveux avant de porter les locks. Mais c'est justement la liberté de choisir pour soi qui fait la femme. C'est la liberté Ouais, de choisir, c'est la liberté. Et je ne pense même pas que je vais porter des cheveux défrisés longtemps. De toutes les façons, pour faire une coupe pixie, il me faut les défriser. Donc, je vais les ouais. défriser un peu. Mais après, je vais passer à autre chose. C'est un cycle, ça va, ça vient et tout. Ma fille, Mais par exemple, elle porte ouais. les locks en même temps que moi. Elle les a très longues. La dernière fois, elle me dit, maman, je vais les couper. Je dis, non, on va te les défaire. Et on est en train de les lui défaire. Elle va se réconcilier avec ses propres cheveux et elle va évoluer. Mais tu viens de faire la démonstration de vraiment de notre thème qui est est-ce qu'on peut se sentir Elle va belle se quand on est en sentir sécurité belle en parce que sécurité, chaque oui. fois qu'on est perturbé par les choses, on s'attaque toujours Oui. à nos cheveux, on s'attaque à notre façon de s'habiller, on s'attaque toujours, c'est la première chose qui paye toujours le prix quand on a quand ça ne va pas dans notre vie. Je vais juste signaler à toutes nos personnes qui nous suivent là, si vous avez une question, levez la main comme ça me dirait, parce que sinon, moi, je continue de parler. Si je ne vois pas votre main levée, je continue. Si vous avez des questions pour notre invité ou un commentaire, vous voulez parler, levez juste la main. N'hésitez surtout pas. On est là dans une conversation. Vous êtes libre de dire quelque chose si vous voulez. Sinon, moi, je continue, je continue la conversation. J'aime bien tout ce que Marthe est en train de dire parce que ça nous permet de rentrer vraiment dans son univers. Et son univers Mhm. reflète en fait ce que beaucoup de femmes vivent. Beaucoup de femmes qui viennent d'arriver. Je pense à une session précédente, il y avait une dame qui avait dit qu'elle venait d'arriver ici. C'est pour cela qu'elle a dû couper, modifier, couper les cheveux de ses enfants, ainsi de suite, parce que c'est pas où aller. Elle a vécu en Oui. Thaïlande pendant longtemps avant de venir ici. Et quand elle est arrivée, tout est cher. Et à cause de ça, là, elle a préféré couper les cheveux au lieu de continuer à se tresser. C'est aussi des raisons. Mes amis me disent tout le temps, mais va dans un salon. Je dis non, c'est pas que je peux pas aller payer le salon, j'ai envie de me tester moi-même en tressant. En fait, il y a beaucoup de conjectures. C'est vrai que quand je suis arrivée,
J'ai eu de Mhm. la difficulté. J'étais, enfin, je me suis promenée un peu quand je suis arrivée, le temps de vraiment choisir la ville où m'installer. Donc, le fait de me déplacer, chaque mois, je bougeais dans une nouvelle ville. Donc, ça fait que je n'avais pas pris le temps de créer des attaches, par exemple, avec des endroits où me coiffer. Mhm. Mais ce n'était pas la raison qui, moi, personnellement, m'a poussé à me couper les cheveux. C'était vraiment émotionnel. Comme on le dit, quand on ne se sent pas bien et quand on ne Mhm. se sent pas en sécurité, quand on ne se sent pas bien, forcément, la première chose qui paye, c'est notre corps. Et la plupart du temps, chez la femme, c'est les cheveux aussi, hein. Oui, oui. Elle va changer de cheveux, elle va changer son look, ainsi de suite. Parfois, elle commence à se négliger, ainsi de suite. Alors, puisque je ne les vois pas lever la main, donc je peux continuer. Je veux continuer pour Mhm. le temps pour le peu de temps qui nous reste. Encore, tu as dit tellement de choses que j'aurais souhaité bondir et puis aller là-dedans, en savoir un petit peu plus comme j'aime souvent faire. Comme j'aime souvent faire, mais on aura l'occasion d'en reparler Bien sûr. d'autres fois. Alors, mentionner que toi, tu viens d'une famille de coiffeuses et de tresseuses. Oui, ma petite maman, l'autre femme de mon papa, est Uh-huh. coiffeuse et tresseuse. Donc, à la maison, quand tu voulais tuer le temps, quand tu voulais 1 000 francs chez l'une des mamans, il fallait aller aider. Et c'est comme ça que j'ai appris naturellement à coiffer et à tresser. OK. J'ai Ton toujours image dit a d'ailleurs que disparu. si j'avais pas été une personne attirée par les travaux de l'intellect, je serais coiffeuse et tresseuse. Ah, ben, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Ça peut être une bonne, ça peut être un bon passe-temps. Pour Mhm. toi ici au Canada. Et puis aussi, comme je dis, il y a beaucoup d'argent. Les coiffeuses ici se font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, surtout les tresseuses. Alors, c'est un très bon métier. Alors, ben, Oh, à- à- attends, c'est je quoi ne m'étais pas, les projets? Oui, là, on te je ne m'étais revoit. Oui, pas on rendu t'avait compte perdu. que la caméra était partie. C'est bon. Oui. Euh, alors, c'est quoi est-ce que tu es en train de travailler sur un nouveau roman? C'est quoi Mhm. tes Je projets? je travaille sur 3 livres, OK. euh, 2 romans et un recueil de nouvelles. Mhm, Mais il faut dire que je suis arrivée, comme je le dis, comme je n'étais pas très bien émotionnellement, j'ai pas beaucoup écrit. Mais là, j'ai repris depuis quelques mois mhm, parce que là, je suis posée, je sais où je vais, mais je travaille sur mes romans mhm. entre mon travail et mon temps libre. Le temps que les enfants viennent occuper ce temps libre-là, je profite pour écrire au maximum avant qu'ils arrivent. Mais on a hâte, on a hâte de te lire, de lire tes prochains livres. Alors, si les gens, où est-ce que les gens peuvent se procurer tes livres actuellement? Wow! Comme en fait la plupart ont été édités au Togo, c'est disponible en format Kindle sur OK. Oui. Amazon, en Mhm, format Kindle sur Amazon. Rival est mhm, disponible, mais la série des bas non. Je crois que Mot aussi est disponible, mais mhm, sur Amazon, là mhm. actuellement, j'ai pris contact avec des éditeurs pour rééditer ici au Canada pour que ce puisse être disponible au Canada vu que je vis maintenant ici. Donc, bientôt, vous aurez la réédition de... On va faire un format où on va mettre les deux premiers livres ensemble Mhm. et un nouveau recueil de nouvelles qui est presque prêt. Avec mon éditeur, on est en train de finaliser. Donc, je crois que les deux vont sortir en même temps. Quand le recueil de nouvelles va sortir, on va sortir l'autre pour que les gens puissent découvrir pardon, mon univers d'avant. Oui, parce que je suis sûre qu'ici, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de groupes de femmes seraient intéressées à lire Mhm. Rival. C'est Oui, une histoire poignante bien sûr. et puis qui affecte, parce que ici, c'est des choses qui affectent beaucoup de femmes.
comment élever leurs filles. Et parfois, on parle des femmes immigrantes qui parfois, tu es en train d'élever un enfant, surtout la fille, mais vous avez deux cultures Mhm, différentes. Toi, tu as une mhm, culture de chez toi, mais ton enfant est en train de grandir dans la culture du Canada. Et donc, mhm. ce conflit, beaucoup de femmes vivent ce conflit-là, passent à travers et sans savoir quoi faire. Donc, je pense que c'est quelque chose, ça ferait grand écho ici, là. Je peux te dire. Donc, il faut vraiment te dépêcher et sortir Avec le lit. plaisir, je reviendrai en parler. Absolument, absolument. Absolument, absolument. Et t'attendre. Mais merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et puis, continue de nous donner des nouvelles. Et donc, s'il y a quelque chose qu'on peut faire dans ta lutte, la lutte que tu mènes pour les femmes, tu peux compter sur nous comme partenaire ici. Merci beaucoup, Marthe. Je suis en train de penser, enfin, c'est presque un projet qui est déjà presque établi, à faire Mhm, une réplique du collectif Non c'est non, mais qui va porter assistance et conseil, surtout conseil et accompagnement dans les communautés immigrantes en matière mhm. de violence intrafamiliale. C'est sur OK. le feu, c'est presque cuit aussi, mais voilà, c'est... Mais je pense aussi que les femmes que tu accompagnes au Togo, à Mhm, partir d'ici, tu peux aussi bâtir probablement un pont où il y a peut-être des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui sont souvent ouvertes à mhm, mentorer, mhm, à mhm. mentorer les femmes, OK, qui sont ouvertes à peut-être juste avoir des groupes de soutien. Parce OK, qu'une des choses qui se fait beaucoup ici, c'est les groupes de soutien. Les groupes de OK, soutien entre survivantes. Et donc, OK, ça peut peut-être être intéressant pour toi de connecter tes femmes que tu accompagnes, qui sont les survivantes au Togo, oui, avec oui, les certaines femmes canadiennes qui peuvent juste, OK, parce que je sais que pour des femmes qui sont survivantes, juste pouvoir parler à d'autres femmes qui ont vécu les bien mêmes sûr, choses, bien ça, sûr. ça peut être un support extraordinaire. Et ça peut aussi être quelque chose qui les élève et puis qui leur donne Mhm. aussi beaucoup de courage, qui les encourage. Parce qu'on dit souvent que certaines femmes qui sont survivantes, ce qui est très important, c'est de s'assurer qu'elles ne retombent pas Pas dans oui. dans les mêmes erreurs ou qu'elles retombent dans Mhm. les mêmes pièges. Et la plupart du temps, ce qu'il y a souvent au milieu, c'est comment dire, l'isolement, la solitude, Bien sûr, et bien sûr. puis le silence quand elles sont seules. Et puis, il y a souvent des risques, justement, qu'elles retombent encore Mhm. dans les mêmes erreurs. Donc, pouvoir les connecter avec d'autres femmes qui peuvent leur parler, avoir juste un groupe de soutien. Les WhatsApp aujourd'hui, les médias sociaux, c'est quelque chose de bien parce que ça Bien permet les sûr. conversations avec WhatsApp. Je pense que il peut y avoir des groupes de discussion. Ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant. Une des ressources, une des choses où le Canada, étant au Canada, c'est une ressource que tu peux développer pour pouvoir appuyer toutes les œuvres que tu fais toujours au Togo. Bien sûr. Alors, ben, beaucoup de courage et puis on est là à tout On est moment et ensemble. merci beaucoup. Alors, pour vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de nous rejoindre ici chaque mercredi à 19h parce que comme je vous dis, chaque fois qu'il est mercredi à 19h, c'est une session qu'il pleuve ou qu'il neige, il y aura une session entre deux têtes. Et puis, Bread on Call, suivez-nous sur nos médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram pour avoir des nouvelles sur ce qu'on fait. Et en même temps aussi, si vous pouvez, si vous connaissez des gens qui sont intéressés à devenir des tresseuses professionnelles, les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine cohorte du niveau 2, c'est au mois de décembre. Et la prochaine cohorte pour le niveau 1, c'est au mois d'octobre. Alors, mais tout le monde doit passer à travers l'évaluation. Donc, c'est le mieux de s'inscrire maintenant
faut mieux, si au cas où vous ne passez pas l'évaluation pour le niveau 2, ça vous permet de commencer au niveau 1 au mois d'octobre pour vous rattraper, pour être prête pour le niveau 2 au mois de décembre. Alors, contactez-nous. euh, 905-366-1021, extension 103, ou vous passez par notre page sur Instagram et comme ça, vous pouvez nous contacter. Alors, passez une excellente fin de semaine et à bientôt. À Au bientôt. revoir. À très bientôt, oui.